Concernant donc la préparation préopératoire optimale chez l'obèse, si c'est une chirurgie programmée, donc il faut un régime préopératoire pour améliorer les conditions opératoires. Bien sûr, si c'est possible, puisque les gens qui sont génétiquement obèses, c'est difficile de faire ce régime. Donc, une perte de poids est conseillée pour diminuer les complications préopératoires à la fois cardiovasculaires et respiratoires pour préparer le malade psychologiquement, un jeûne préopératoire en dehors des urgences, malgré que c'est un estomac plein, et la réalisation systémique donc d'une glycémie à jeun en préopératoire et la correction et la corrige. En ce qui concerne la prémédication, la présence de liquide gastrique acide malgré un jeûne de plusieurs heures, augmentation de ce volume de liquide gastrique, le reflux gastro-œsophagien qui existe chez l'obèse, l'hernie hiatale, tout ça nécessite une préparation en donnant des antiacides ou bien des anti-H2 en prémédication. Donc l'obèse est généralement considéré comme un patient à risque d'inhalation bronchique, c'est-à-dire de syndrome de Mendelssohn que vous tous connaissez et vous êtes confronté dans votre vie, vous avez remarqué ça, donc là vous avez assisté à ça, donc il faut faire attention. Donc au moment de l'induction anesthésique, il y a un risque d'inhalation, d'où l'intérêt de faire une induction à séquence rapide et de ne pas ventiler donc à l'induction. Donc si le type de chirurgie justifie une prévention de la maladie thromboembolique, on peut donner donc de l'héparine ou bien de l'HBPN la veille. Donc on peut le donner la veille, donc pour toute chirurgie, même pour une ADR, etc., on peut atteindre 12 heures, on peut faire tout ce qui est chirurgie, il n'y a pas de risque. D'accord? En préventive, il n'y a pas de risque. On a terminé donc avec les problèmes posés par le malade, la chirurgie d'anesthésie, l'évaluation préopératoire avec tout ce qui est évaluation respiratoire, cardiovasculaire et préparation. Maintenant, on passe à l'acte anesthésique ou bien à la prise en charge préopératoire que vous attendrez tous. Même c'est en préopératoire, c'est le monitorage. Donc, il faut des brassards adaptés. L'électrogramme ou bien le scope, il vaut mieux qu'il présente 5 dérivations. Donc, c'est des scopes à 5 dérivations. C'est pour voir le segment ST. Donc, c'est le segment ST, c'est montre tout ce qui est ischémie, si décalage, donc du segment ST, donc sous décalage, ou bien un segment ST plat, donc il y a risque d'ischémie préopératoire, donc il faut un électrode pas à 3, mais à 5. Donc un oxymètre de taux, donc nécessaire, on ne peut pas endormir un obèse sans avoir de saturation. Donc si on n'a pas de saturation, même en urgence, faut s'inquiéter, il faut inquiéter l'administration, il doit vous procurer un saturomètre. On ne peut pas endormir un obèse sans saturomètre. Et bien sûr, il vaut mieux un capnogramme. Donc ça, on a un problème d'avoir un capnogramme, surtout chez tous les malades, surtout dans nos urgences. Donc, il faut surtout des brassards adaptés. Vaut mieux avoir un brassard adapté, donc de grande taille. Et si c'est pas possible, on peut le mettre au niveau de l'avant-bras. D'accord? Donc, on a l'habitude, nous, on le met au niveau de l'avant-bras et ça donne de bons résultats. Le checklist, il est très, très important, bien sûr, chez tous les malades, mais particulièrement chez l'obèse. Donc, on ne peut pas aussi endormir un obèse avec un masque non adapté. Donc, il a des difficultés d'intubation. Il a des difficultés d'intubation. Si on endort, on fait l'induction, donc et le malade est difficile. On ne peut pas l'intuber. Donc, on intube, on veut l'intuber, on a un coma 4. Donc, il n'y a même pas l'épiglante, on ne peut rien voir. Donc, au moins, on aura l'opportunité de pouvoir le ventiler. Donc, et si on n'a pas un masque adapté, donc si on n'a pas fait le checklist avant, donc si on n'a pas un masque adapté, on sera perturbé, va désaturer et peut mourir.
Donc, si on ne fait pas une trachéo d'urgence, si on n'a pas le matériel adapté, il peut mourir. Donc, c'est pas que les masques, il faut aussi un système d'aspiration à côté, parce est susceptible à faire une inhalation. Donc, si on ne prépare pas l'aspiration, donc ça se passe surtout dans le cas d'urgence, on aura un problème important. D'accord? Deuxièmement, il faut aussi des tables spécialisées. Donc, je ne sais pas si on a dans tous les établissements. C'est des tables qui peuvent aller jusqu'à 450 kilos. En France, il y a un centre spécialisé pour l'obèse, les grands obèses. Donc, ils ont des matériels adaptés. Donc, il faut aussi possibilité d'adapter des rallonges latérales et un support adapté au fond. Donc, si on n'a pas, on peut recourir à une éventuelle de table accolée. Donc, il faut protéger aussi les points d'appui. Il y a risque de compression vasculo-nerveuse et risque de rhabdomyolyse, car les plis cutanés qui sont nombreux et le poids des membres, il y a un rôle des rallonges à positionner sur les barres latérales. Donc, ça, c'est les rallonges. Donc, à positionner sur les barres latérales. D'accord, c'est des rallonges. Si on n'a pas, on peut mettre. On demande aux orthopédistes de nous donner un plâtre. D'accord, et on fait des rallonges latérales. Donc, attention au pincement des petits titanés au niveau des articulations de la table, surtout au changement de position. Donc là, au niveau des articulations de la table, au changement de position, il faut faire attention. On peut comprimer, donc la peau elle sera nécrosée en fin d'intervention, surtout si des interventions longues. Donc le poids de membre nécessite d'attache solide pour l'anesthésie, surtout en cas de changement de position, mouvement lors du réveil, et il y a risque de lésion plexus nerveux. Donc, c'est des attaches solides. Donc, le poids du membre, aussi, il y a risque pour le personnel. Donc, il y a risque d'accident pour le personnel, surtout lors du repositionnement des jambes. Maintenant, la position, donc la position d'un obèse, c'est pas comme toute anesthésie, c'est pas standard. Les autres malades qui ne sont pas obèses, on les met en position dorsale. Là, chez l'obèse, il faut le mettre en position proclive, c'est-à-dire demi-assise à 25 jusqu'à 40 degrés. Donc, pendant toute la période de préparation et lors de l'induction anesthésique, le patient obèse doit rester en léger proclive. Puisqu'en position dorsale, il y aura une compression des alvéoles postérieures, d'accord? Ou des alvéoles dorsales. Donc, ces alvéoles, en fin d'intervention, on aura ou bien même en cours d'intervention, on aura des désaturations, et c'est de la télécrasie, vu qu'il y a une compression par le poids du malade et la pesanteur sur les alvéoles postérieures. Donc, il faut le mettre en position, et c'est pas que les alvéoles postérieures, même les alvéoles basales, de la base du poumon, par compression par l'abdomen. Donc, ils peuvent être comprimés. Donc, la position, c'est une légère proclive, les épaules et la tête étant surélevées avec des coussins et des appuis. Et l'objectif, c'est d'aligner sur une ligne horizontale le conduit auditif externe et le sternum. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, pour avoir une bonne ventilation et aussi une bonne exposition lors de la laryngoscopie ou lors de l'intubation. Donc ça, il faut mettre le malade en cette position. Donc il y aura un alignement entre le conduit auditif externe et le sternum. Ça, c'est des points importants pour éviter toute complication, que ce soit péropératoire ou des complications respiratoires post-opératoires. Pour l'induction et l'intubation, là, c'est le problème. Donc, la présence, c'est un problème qui est important. D'accord? C'est la bombe. Les mis ce son exprès, donc c'est la bombe. L'induction et l'intubation, on a tous peur de cette phase. D'où nécessité de la présence au minimum de 2 personnes compétentes et des autres. D'accord? Donc, elle est recommandée lors de l'induction. Donc, la préoxygénation, elle est aussi importante. Elle a pour objectif, on ne peut pas endormir un malade sans le préoxygéner. Donc, elle a pour objectif d'augmenter les réserves d'oxygène, notamment au niveau de la capacité résiduelle fonctionnelle. On a dit que la capacité résiduelle, donc le poumon, il est
donc il n'a pas de capacité en fin d'expiration. D'accord? Donc il y a une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc la préoxygénation, c'est réalisée par l'inhalation pendant 3 à 5 minutes d'oxygène pur. L'application d'une pression positive en fin d'expiration CPAP améliore l'effet de la préoxygénation, de préférence en préoxygène, en ventilation, donc en VNI, en ventilation invasive, donc une ventilation spontanée avec une FI oxygène, fraction expiratoire d'oxygène à 100%, un nœud inspiratoire entre 4 et 6 et une PEP entre 6 et 8. Donc cette PEP, elle évite la fermeture des avions en fait d'expiration. D'accord. Donc c'est important de le ventiler, de préférence surtout les gros OPS en VNI. On trouve ça au niveau de la machine, donc au niveau du respirateur, on peut le régler en manuel et on met une VS avec aide, donc une ventilation spontanée avec aide, sans oublier la PEP. Donc l'induction, il s'agit de décider de réaliser une induction séquence rapide ou non. Celle-ci consiste en l'administration d'un hypnotique ou d'un curare d'action rapide. Vous connaissez tous. Donc, permettent de ne pas ventiler le patient avant l'intubation. Donc, chez les patients obèses, le reflux gastro-œsophagien est commun avec hypotomie du sphincter intérieur de l'œsophage. Et la balance bénéfice-risque d'une induction à séquence rapide doit cependant être évaluée en absence d'autres facteurs de risque d'inhalation. Les recommandations de notre société savante, la SFAR, la dernière, 2018, elle propose une induction séquence rapide, une induction à séquence rapide chez tous les malades obèses ou bien super obèses. Donc cette induction à séquence rapide, elle évite l'inhalation, évite de ventiler le patient. Donc, on préfère des drogues donc pour l'induction, des drogues à cinétique rapide et les moins liposolubles. Concernant les hypnotiques, vu sa liposolubilité et l'élimination retardée, le pento est à éviter. Il est très liposoluble, il s'élimine rapidement et il peut entraîner un retard. Donc, les drogues de choix, c'est le propofol, malgré son caractère lipophile, il a une clairance augmentée, il s'élimine rapidement et pas d'effet prolongé. En ce qui concerne le calcul, on ne va pas en parler. Moi-même, je ne peux pas les apprendre à cœur, donc je fréquemment de voir le MAPAR 2022. Concernant la kétamine et l'éthambidate, donc vu de leur forte liposolubilité et absence d'effet hémodynamique, on incite à les utiliser. Donc il y a absence d'effet hémodynamique. Donc pour les benzodiazépines, vu de leur effet prolongé, donc leur utilisation est limitée. Concernant les halogénés, donc le Desflurane on n'a pas, mais le CEVO, donc c'est l'halogéné de choix. Donc on sent les cureurs non dépolarisants, ils sont peu liposolubles et peu modifiés et se font sur la base du poids théorique et l'atracurium et susatracurium, c'est les cureurs de choix puisqu'ils s'éliminent indépendamment, donc l'élimination elle est indépendante du rein, ils s'éliminent dans le sang, ils se résorbent dans le sang, l'élimination elle est dépendante de la fonction rénale et hépatique, donc ils sont généralement préférables. Mais vu qu'on a donc ces années, on a l'antagonisation, c'est le Sugamondex, donc c'est un bon choix, donc on peut utiliser les autres curants non dépolarisants, savoir le Vorpurant, etc. L'hémophénique, le bolus initial doit être calculé sur le poids réel et le rimifental, c'est la drogue de choix, on n'a pas ici en Algérie, par conséquent, on peut utiliser surtout à l'induction du Rapifan.